J'ai toujours été extrêmement intéressé par les arts. Mon premier souvenir des arts, là, c'était à la bibliothèque municipale, j'avais 6 ans. On nous avait amené à l'école pour explorer la bibliothèque municipale, puis je suis tombé sur un livre de Pierre-Paul Rubens. En ce qui concerne le lien entre moi, les sciences et les arts, c'est que le problème, c'est que dans notre système d'éducation, on n'a pas de coaching qui nous amène au véritable art. Alors j'ai comme été inconscient de mon intérêt pour les arts jusqu'à l'adolescence. Puis, mais sauf qu'encore une fois, il n'y a pas de système de coaching. Puis les arts et les sciences classiques vont ensemble. Moi, j'ai toujours été passionné d'astronomie, d'astrophysique. J'ai observé, moi, j'ai passé mon adolescence à observer les étoiles. J'ai même construit mon télescope. De 15 ans à 17 ans, j'ai construit mon télescope. Puis le but, c'était d'observer les galaxies. Prendre des photos de la Lune. J'ai pris des photos de la Lune aussi avec l'instrument. D'ailleurs, je suis en train de faire une toile avec le télescope en question dessus, sur la toile. Yeah. Mais donc, à cause du système d'éducation, pas de coaching sur les beaux-arts, sur le grand art, parce que moi, j'étais impressionné par Léonard de Vinci, Rubens, Titien, Raphaël, avec son école d'Athènes. C'est une synthèse de tout ce qu'on... C'est incroyable, cette œuvre-là. Je veux dire, je peux même pas concevoir une œuvre de cette envergure-là moi-même pour l'instant, dans mon petit développement personnel. Là. Mais par contre, notre système scolaire, d'un autre côté, il est très, très fortement en demande de techniciens de haut niveau. On sait un peu pourquoi. C'est pour être au service de l'oligarchie. Toutes les universités sont orientées d'une façon à ce que les sciences, comme Larouche le décrit si bien, c'est carrément pour servir le monde industriel pour une élite particulière. Fait qu'ils vont développer des gens avec un bagage scientifique selon leurs critères à eux. Alors moi, à la Polytechnique, j'ai senti un immense vide. Un immense vide qui ne correspondait pas du tout à mes aspirations léonardiennes, Léonard de Vinci, quand tu regardes ce qu'il fait. On nous parlait de la notation de Leibniz, un petit peu, petite parenthèse, la notation de Leibniz, hein, c'est à la fin d'une équation différentielle, tu as le petit delta à la fin, là, delta x là, pour l'intégrale. C'est la seule mention qu'ils ont fait de Leibniz. Moi, je savais très bien que ce gars-là, il avait écrit un livre, l'essai de Théodicée à l'époque, là, que je me rappelais, puis je me disais, mais pourquoi il ne nous parle pas de Leibniz? C'est Newton, 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 Newton. Puis même, il y a un prof, il avait dit que Newton avait tellement bien arrangé les choses que les physiciens de l'époque se plaignaient qu'il n'y avait plus rien à faire. Oh. Moi, là, on peut se bidonner un peu, mais enfin. Fait que c'était un peu là, la situation dans laquelle j'étais. J'étais dans un monde où la science technique de ce qu'on a aujourd'hui était valorisée et il n'y avait pas de formation musicale, de culture de beaux-arts. Puis c'était l'art irrationnel, hein? On sait, l'art irrationnel s'est emparé du siècle présent dans les universités. Alors donc, il n'y avait pas de place vraiment pour moi là, à découvrir les beaux-arts. Alors c'est un pur hasard, j'ai rencontré dans une exposition une dame, magnifique dame d'ailleurs, très belle, Madame Diane Bérubé. Elle... cette femme-là, elle avait vraiment des très belles techniques, mais qu'elle a découvert elle-même. C'est à force de travailler qu'elle a découvert à dessiner des portraits de façon très réaliste. Puis, à un moment donné, dans un commerce d'encadrement, pour aller acheter des matériaux d'art avec cette dame-là en question, je pose la question à la service à la vente. Là. Cette fille-là, elle me dit « Ah, ben, il faudrait que tu ailles à l'école de dessin de M. Larry Gluck. » À Montréal, ils ont une succursale, ça s'appelle Mission Renaissance. Ça sonne un peu religion, mais non, quand tu connais un peu c'est quoi la Renaissance, tu sais tout de suite que, ok, là c'est vraiment là, une école, ce qu'on va apprendre, les techniques des beaux-arts. Elle dit oui, tu vas vraiment apprendre vraiment les beaux-arts à cette école-là, c'est la seule école qu'il y a dans tout le Grand Montréal. Heureusement, j'ai eu la formation complète et d'autres formations de d'autres écoles aussi que j'ai suivies par la suite, là. Fait que ça a été une bifurcation complète. J'avais 21 ans. Alors, je suis parti de Polytechnique. J'ai lâché ça du jour au lendemain, au mois d'octobre 1993. Je m'en souviens comme c'était hier. Je pense que c'était un lundi matin. Je rentrais dans le département de physique à l'administration, puis j'abandonnais mes cours, un par un.
Puis je me suis en allé étudier les beaux-arts à Larry-Gluck, l'école de Larry-Gluck. Ben, c'est sûr que de toute mon intuition intérieure, de mon cheminement intérieur, je n'ai jamais, de toute mon existence, depuis que j'ai conscience, là, j'ai jamais été attiré par ces dessins sans dessin. Puis quand je dis dessin sans dessin, c'est EIN à la fin. Hein. On parle d'un... on parle d'un but ultime. Ça, des dessins, bon, pas de but. C'est ça. Puis j'ai comme intuitivement compris assez jeune qu'il s'agissait d'une fraude intellectuelle assez monumentale. C'est pour quelle raison j'ai compris ça, je ne sais pas. Mais c'est clair et évident aujourd'hui que c'est pour une des raisons pour laquelle le monde est en effondrement, c'est la valorisation de cet irrationnel-là, qui est une grosse cause. Je pense que la cause culturelle est primordiale à l'effondrement de ce qu'on vit en ce moment. T'as beau alors, discuter des fondements de ce que les anciens ont fait. Malheureusement, pour eux, c'est une question de goût. Les goûts ne se discutent pas. Ouais, mais il faut finir la phrase. Les goûts ne se discutent pas. Ils s'éduquent. Ça, c'est la phrase complète. Puis les gens prennent ce qu'ils veulent. Hein? Ils prennent la première partie. Les goûts ne se discutent pas. Ben, bien sûr qu'ils ne se discutent pas, les goûts. Ils s'éduquent. Je pense que une des grandes questions qu'il faudrait se poser, quelle est la raison d'être des arts? Puis la réponse, elle semble peut-être simple, mais c'est de rendre le monde plus humain. Ça, c'est la raison d'être des arts. Rendre le monde plus humain. Mais là, l'autre problème qu'on a, rendre le monde plus humain. Quels sont nos critères de discernement qui diraient que nous rendons le monde plus humain? C'est quoi ça, rendre le monde plus humain? Sur quels critères on peut dire que nous humanisons le monde? Et là, moi, c'est là que la réponse n'est pas philosophique. C'est là que j'embarque dans ce que j'appelle là, 1 Corinthiens 13, que Larouche cite souvent. Puis cette réponse-là, elle est d'un ordre au-delà de la philosophie. Elle est d'un ordre, ce qu'on appelle spirituel. Puis le spirituel, de nos jours, il est galvaudé, ridiculisé, c'est le nouvel âge, c'est des clowns, c'est n'importe quoi. Mais pourtant, la véritable spiritualité, elle est raisonnable, elle est basée sur la raison. Oui, il y a une affaire là-dessus que j'avais déjà pensé, que j'avais déjà compris. Puis c'est vraiment la pensée schillérienne là-dessus. Quand il dit, devant une œuvre d'art, on devrait en ressortir meilleur. Ben c'est un peu ça. Moi, je me rappelle, puis Schiller l'a dit dans d'autres mots, mais moi, je me rappelle d'avoir déjà expliqué à des gens que quand tu es devant une œuvre d'art, puis qu'elle te touche de façon que toi-même seul peux vivre, là, elle te donne le goût de vivre ce sentiment-là, mais de façon permanente. Puis c'est ça le classique, dans le fond, c'est que c'est pour tout le temps. C'est que devant une œuvre d'art, ça te donne l'idée de faire quelque chose qui dure dans le temps. Mais quelque chose de beau, là. C'est ça l'anoblissement, dans le fond. Puis c'est ça, en fait, la différence. Mais c'est là qu'il faut définir le beau, qu'est-ce qui nous rend plus humains, là, tu sais. Fait que c'est sur quel critère que là, il faut dire, ben ça, c'est beau. Puis aujourd'hui, les gens, c'est dans la relativité des choses. Hein. Moi, je trouve ça beau. Tu sais, je fais pas mal à personne. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Tu sais, je vais me saouler la gueule, par exemple. Je trouve ça beau. Donc, c'est ça l'idée. Donc, l'idée d'améliorer, tu dis, d'exposer quelqu'un à une œuvre pour qu'il en sorte meilleur, c'est en fait ce que la culture populaire n'est pas capable de faire. Absolument. Ou par accidentellement. De façon accidentelle. Mais sauf que c'est parce que les sujets sont traités superficiellement. C'est infantilisé, dans le fond. L'œuvre populaire ou le cinéma, tout ce qui est à grand... tu sais, c'est comme... je discutais avec un chanteur d'opéra dernièrement. Monsieur, il est retraité. Il a chanté comme remplaçant au Metropolitan de New York.
C'est un basse, baryton basse, le monsieur. Puis lui, il m'expliquait, il dit, tu sais, il dit, des fois, j'ai des discussions avec les gens, puis ils me disent, ouais, mais Madonna a vendu 50 millions de disques. C'est parce que, pas parce que ça se vend que c'est de l'art. C'est ça le problème. Pas parce que ça se vend puis que c'est populaire que c'est bon. Ouais, mais tu sais, je reviens à ce que j'avais déjà lu quelque part, je me rappelle plus trop où. C'était pas parce que les gens votent démocratiquement que l'intelligence est démocratique. Quelque chose de même. En voulant dire, pas parce que tout le monde pense une chose que c'est la chose intelligente à penser. C'est une personne peut avoir raison, puis 100 000 puis 100 000 personnes peuvent être dans le champ. Complètement dans le champ. Puis moi, je pense qu'une œuvre d'art, si elle te touche pour te rendre meilleur, puis qu'elle te permet de reproduire dans ta vie ce que tu as vu de beau, je pense que là, on est sur une bonne piste. C'est de façon... comment je pourrais dire, tu sais, quand on parle puis une fenêtre s'ouvre, si la fenêtre ne s'ouvre pas, je ne la ferme pas, mais je surveille quand je peux l'ouvrir. Façon de, tu sais, on peut pas parler de Dieu avec quelqu'un si sa fenêtre est fermée. Pour continuer, je viens de penser à quelque chose qui, par rapport au développement des étudiants. C'est que, puis là, c'est là que j'ai vraiment allumé sur le mouvement larouchiste. C'est à cause des 3 principes de base artistiques. Puis quand j'enseigne ces 3 principes de base-là, les étudiants, là, la fenêtre s'ouvre. Bien souvent. Puis ces 3 principes de base-là sont dans les sciences fondamentales, là. Puis c'est incroyable, là. Puis même quand j'ai lu sur Furtwängler, lui, il l'a mis en évidence avec les symphonies de Beethoven, mais je ne suis pas sûr si c'est Beethoven. Mais Furtwängler, il en a parlé de ces 3 principes-là. Hein? La relation du petit au grand et du grand au petit. Ça, c'est... bon, là, je viens de dire 2 principes. Là. Le premier grand principe de base, c'est la relation d'un élément par rapport à un autre élément. Et c'est là qu'on débute l'harmonie. Hein? Tu as 2 atomes d'hydrogène, à un atome d'oxygène, on a de l'eau. Alors, tu sais, tu as une relation, tu as une harmonisation, puis tu as un résultat qui va augmenter la capacité à la vie de se développer, l'eau. Bien, la musique et la peinture, surtout la peinture, c'est incroyable parce que la relation d'une ligne par rapport à une ligne et à l'ensemble, ça crée une harmonie où tout ton cerveau il rentre là-dedans. Là. L'artiste, il va exagérer ou atténuer une ligne. C'est pour cette raison-là que j'ai amené les dessins linéaires. Après ça, une fois que la ligne est faite, là, la relation de surface est faite. La relation de surface, on va dire l'espace. Tu sais, si je fais ton portrait, par exemple, alors moi, il faut que la relation de surface entre ton œil, le nez et la bouche soit harmonieuse en fonction de ce que toi t'es, là. En fonction, pour que ce soit ton portrait, là, pour que les gens disent « Ah, ça, c'est Jean-Philippe. » Alors donc, la relation entre l'œil, l'autre œil, le nez et la bouche doit être proche et même très semblable à ce que toi tu es. Une fois que cette harmonie-là est faite, là, on peut commencer à mettre l'ombre et la lumière. L'ombre et la lumière, c'est le degré de clarté, d'obscurité qui va créer l'effet tridimensionnel. C'est pas la couleur. C'est pas la couleur. C'est vraiment... pour cette raison-là que Léonard de Vinci a développé la Joconde avec la technique du glacis. Il l'a peint en noir et blanc avant, la Joconde. Elle n'a aucune couleur. Les couleurs, il les a ajoutées par minces couches, une par-dessus l'autre, tranquillement, avec sa méthode de sfumato. Sa méthode de sfumato, maintenant, on l'a assez. Là, maintenant, il faut aller plus loin. Le dessin linéaire est primordial parce que c'est une relation de surface. Okay? Donc, on parle de la capacité à relier des formes, des lignes, pour arriver à une harmonie. Et puis, grâce à cette harmonie-là, maintenant, on peut aller en ombre et lumière. Et en ayant les bonnes relations de lignes
on peut avoir des bonnes relations d'ombre et de lumière pour créer l'effet 3 dimensions. Si le dessin, imaginez le dessin mal formé, donc ça serait irrationnel de comprendre un effet de relief, un effet 3 dimensions. Et le 3 dimensions, c'est ce qui fait Beaux-Arts. Pourquoi? Parce que ça trompe ton esprit. Ton esprit sait de façon rationnelle que c'est une planche, hein? C'est une hauteur et une largeur, mais on voit un effet tridimensionnel. Alors là, on est comme trompé, puis c'est ce qui nous charme. Plus un peintre est puissant, plus tu as la sensation tridimensionnelle dans un musée, par exemple. Si tu vas au musée des Beaux-Arts, les toiles qui ont le plus de puissance, c'est les toiles où les tons sont bien faits, bien établis. Mais les tons, l'ombre et la lumière, c'est eux qui nous guident pour arriver à la bonne couleur. Et c'est là l'harmonie des couleurs. C'est vraiment dans un sens, c'est comme un peu donner vie à une peinture pour que la personne voit quelque chose qui... Tu recrées une réalité vivante. C'est ça le beaux-arts. Mais tu exagères ou tu atténues des choses qui fait que t'es charmé, le charme. C'est charmant, je veux dire. Puis là, t'as une sensation esthétique. Mm-hmm. Parce que si jamais le dessin n'était pas bon, on n'aurait pas la bonne relation de lumière et donc de relief. Et cette relation de relief nous guide à la bonne couleur. Alors imaginez quelqu'un qui n'a pas le bon dessin. Il ne pourra pas avoir le bon ton. Et le ton nous amène à la bonne couleur. Fait que si tu n'as pas le bon ton, automatiquement, tu n'auras pas la bonne couleur. Alors quand on peint, qu'on a la technique du dessin et des tons, on le sait si on a la bonne couleur à cause de ce phénomène. On le voit d'ailleurs, les lignes changeantes sur la tasse. Sur le livre aussi. Tu vois, le livre ici, en avant-plan, la ligne est extrêmement nette. Variation Il y a une variation dans l'épaisseur. Et en s'éloignant, elle s'adoucit complètement. Qui fait que, par exemple, l'espèce de vase, dans le fond? Oui, l'objet de vitre. Ouais, la texture de vitre, là, lui, est en arrière, il est beaucoup plus vaporeux. C'est ça. Il est en second plan. Perspective aérienne. Ça, c'est vraiment comme un paysage, dans le fond. On a la perspective aérienne beaucoup dans celui-là. Mais d'ailleurs, j'essaie de comprendre aussi, là, comme Larouche, là, il parle des impressionnistes, mais c'est un peu plusieurs raisons. Il n'est pas vraiment d'accord avec les impressionnistes pour la raison justement classique, parce que les impressionnistes, dans le fond, ils prennent un sujet quelconque, ils le font, sans nécessairement avoir un message en arrière. Mm-hmm. Mais c'est que les impressionnistes au lieu de focaliser sur le ton, ils ont sacrifié le ton pour harmoniser plus de couleurs. C'est très beau, c'est magnifique. Moi, j'aime beaucoup le mouvement impressionniste, personnellement. Mais c'est vrai qu'au niveau des tons, parce qu'il y a une guerre immense qui se joue au niveau du ton et de la couleur. Il y a un combat là, incroyable. Quand je peins, là, et que j'arrive au dernier instant du raffinement pour arriver à la bonne couleur et au bon ton, là, c'est là qu'il y a un combat. Alors moi, je suis du type plus léonardien, où je vais sacrifier la couleur pour faire ressortir l'effet du ton. Tandis que les impressionnistes, eux, ont fait gagner la couleur. C'est que tu vois les couleurs dans les ombres, les couleurs vives, là, même dans les ombres. Mais ils ont quand même un bon dessin, puis ils ont quand même les tons pas pires. Fait que c'est quand même... Du point de vue artistique, on ne peut pas tout jeter au vidange dans ce sens-là. Mm-hmm. Mais moi, je suis plutôt du type classique, où est-ce que moi, je vais sacrifier la couleur pour arriver au bon ton. Fait que c'est moins bonbon. Dans le fond, tu regardes, des fois, il y a des œuvres de certains peintres, tu vois, il y a des couleurs, c'est beau, mais c'est bonbon. C'est un peu bonbon. C'est un peu comme... ça crée ça impressionne, parce que quand on parle de peinture, il faut parler de la personne qui revient à la peinture. Et ça peut impressionner. Wow!
mais ça, il n'y en a pas beaucoup pour l'esprit. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est que l'œuvre est purement esthétique. C'est magnifique, c'est beau, mais c'est purement esthétique. Il n'y a pas de but derrière d'élever ton âme à faire quelque chose à long terme. C'est ça. Ouais. Mais ça, aujourd'hui, je vais vous avouer, moi, c'est difficile parce qu'on est dans un monde irrationnel. On n'a pas l'enseignement, on n'a pas eu le coaching par rapport à Leibniz, par rapport à ces gens-là. Moi, je regarde un gars comme Raphaël, l'école d'Athènes. Je veux dire, pour produire cette œuvre-là, le gars, il a une éducation incroyable qu'on n'a pas, nous. Puis ça, c'est difficile de faire maintenant, de bâtir une œuvre qui va pouvoir vraiment donner une réelle direction pour les gens. Puis encore là, les gens, aujourd'hui, ils ne sont même pas capables de le reconnaître parce qu'ils sont pas au diapason. T'sais, le diapason est tellement au goût du jour que si tu fais une œuvre moindrement géniale pour l'héritage de l'humanité, ils n'auront pas la capacité de la reconnaître, de s'identifier. Moi, il y a beaucoup de gens qui vont voir ce que je fais, ils trouvent ça extraordinaire, ils voient que c'est bien différent de ce qu'ils voient, mais ils sont pas capables de le voir chez eux. Ils sont pas capables de le voir chez eux. C'est comme je veux pas blesser personne, mais c'est un peu comme un mécanicien automobile qui irait travailler avec un veston-cravate. Ça ne fit pas. Puis les gens, dans leur culture, dans leur ambiance culturelle, ils voient ça, mais ils ne peuvent pas s'identifier. Ils trouvent ça magnifique, ils y adhèrent jusqu'à un certain point. Ben, c'est ça, il faut. Quand on parle de culture classique, ça veut dire que c'est une bataille. Oui, c'est un combat. Faut que les gens puissent être exposés à cette culture-là pour qu'à un certain point, ils comprennent que, en fond, ce que j'ai vu, que ce soit une peinture ou une pièce de musique, qu'il y a quelque chose de mieux que ce qui est en train de m'être donné maintenant à travers les différents médiums populaires. Ouais. Mais il y a une affaire que j'aimerais. Tu parles de musique classique, là. Puis d'ailleurs, c'est ça, c'est que c'est comme si le cerveau. C'est pas comme si. Moi, je crois fondamentalement que c'est ça. Là. C'est que dans leur cerveau, ils ont été tellement pollués qu'ils sont pas capables d'écouter la musique. Parce qu'il y a trop de bruit dans leur vie. Il y a trop de bruit. Je veux dire, la musique qui sont exposées ou les œuvres d'art qui sont exposées, c'est tellement distordu qu'ils sont pas capables, quand ils arrivent devant l'ordre et l'harmonie, ils sont pas capables d'y adhérer. Puis c'est pas de leur faute, dans un sens. C'est ça, ils sont bombardés d'autres choses. Moi, j'ai compris la musique classique quand j'avais 16 ans, j'ai fait une expérience. Vous essayerez ça, c'est assez captivant. Pendant quasiment 3 semaines, j'ai arrêté d'écouter quoi que ce soit et qui que ce soit. J'ai fermé la radio, j'ai fermé la télé, je me suis enfermé. Puis je mettais en rafale la 40e symphonie de Mozart. Puis j'ai dit, je vais trouver qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Il y a quelque chose. Les grands hommes, ils n'arrêtent pas de dire que Mozart, c'est le plus grand. J'ai été chanceux parce que c'est la 40e symphonie de Mozart qui jouait en rafale. Mais je m'étais coupé de tout pendant 2-3 semaines en rafale. Je me couchais le soir, je mettais la 40e, puis je l'écoutais. Je me levais le matin, des fois j'allais relaxer dans ma chambre, je mettais la 40e symphonie. Puis à un moment donné, le déclic s'est fait. Là, j'ai compris. Mon cerveau, si vous voulez, s'est mis en diapason avec la musique. Puis là, j'ai compris que c'était cosmologique. Ça venait du cosmos. Ça venait de l'harmonie de l'univers, carrément. Mais il a fallu que je me coupe pour vraiment remettre au diapason le brainwash. C'est un peu ça la bataille dans le sens politique, c'est de remettre les gens dans une recherche de vérité, que ce soit au niveau politique, économique ou artistique. Ouais. Tu poses la question, qu'est-ce qui est vrai? Comment on peut découvrir ça? Puis si on le découvre, qu'est-ce que ça change pour nous? En fait, ça change tout. Hein. Avait tellement bien arrangé les choses que les physiciens de l'époque se plaignaient qu'il n'y avait plus rien à faire. Moi, là, on peut se bidonner un peu, mais enfin. Fait que c'était un peu là, la situation dans laquelle j'étais. J'étais dans un monde où la science technique de ce qu'on a aujourd'hui était valorisée et il n'y avait pas de formation musicale, de culture de beaux-arts.
Puis c'était l'art irrationnel, hein, on sait, l'art irrationnel s'est emparé du siècle présent dans les universités. Alors donc, il n'y avait pas de place vraiment pour moi là, à découvrir les beaux-arts. Alors c'est un pur hasard, j'ai rencontré dans une exposition une dame, magnifique dame d'ailleurs, très belle, Madame Diane, de mon intérêt pour les arts jusqu'à l'adolescence. Puis, mais sauf qu'encore une fois, il n'y a pas de système de coaching. Puis les arts et les sciences classiques vont ensemble. Fait que moi, j'ai toujours été passionné d'astronomie, d'astrophysique. J'ai observé, moi, j'ai passé mon adolescence à observer les étoiles. J'ai même construit mon télescope. De 15 ans à 17 ans, j'ai construit mon télescope. Puis le but, c'était d'observer les galaxies. Prendre des photos de la Lune. J'ai pris des photos de la Lune aussi, avec l'instrument. D'ailleurs, je suis en train de faire une toile avec le télescope en question dessus, sur la toile. Yeah. Mais... donc, à cause du système d'éducation, pas de coaching sur les beaux-arts, sur le grand art, parce que moi, j'étais impressionné par Léonard de Vinci, Rubens, Titien. J'ai toujours été extrêmement intéressé par les arts. Mon premier souvenir des arts, là, c'était à la bibliothèque municipale, j'avais 6 ans. On nous avait amené l'école pour explorer la bibliothèque municipale, puis je suis tombé sur un livre de Pierre-Paul Rubens. En ce qui concerne le lien entre moi, les sciences et les arts, c'est que le problème, c'est que dans notre système d'éducation, on n'a pas de coaching qui nous amène au véritable art. Alors j'ai comme été inconscient. Et Raphaël, avec son école d'Athènes, c'est une synthèse de tout ce qu'on... C'est incroyable, cette œuvre-là. Je veux dire, je peux même pas concevoir une œuvre de cette envergure-là moi-même pour l'instant, dans mon petit développement personnel, là. Mais par contre, notre système scolaire, d'un autre côté, il est très, très fortement en demande de techniciens de haut niveau. On sait un peu pourquoi. C'est pour être au service de l'oligarchie. Toutes les universités sont orientées d'une façon à ce que les sciences, comme Larouche le décrit si bien, c'est carrément pour servir le monde industriel pour une élite particulière. Fait qu'ils vont développer des gens avec un bagage scientifique selon leurs critères à eux. Alors moi, à la Polytechnique, j'ai senti un immense vide. Un immense vide qui ne correspondait pas du tout à mes aspirations léonardiennes, Léonard de Vinci, quand tu regardes ce qu'il fait. On nous parlait de la notation de Leibniz, un petit peu, petite parenthèse, la notation de Leibniz, hein, c'est à la fin d'une équation différentielle, tu as le petit delta à la fin, là, delta x là, pour l'intégrale. Là. C'est la seule mention qu'ils ont fait de Leibniz. Moi, je savais très bien que ce gars-là, il avait écrit un livre, l'essai de Théodicée à l'époque, là, que je me rappelais, puis je me disais, mais pourquoi il ne nous parle pas de Leibniz? C'est Newton, 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 Newton. Puis même, il y a un prof, il avait dit que Newton